Merci de suivre Vox Culture et sur ce plateau, nous recevons une des figures les plus en vue du 7e art en République du Congo, c'est bien Lisbeth Mabiala. Elle est une artiste caractérielle, bosseuse, féministe et comme on peut bien le lire dans différents journaux de Brazzaville qui dressent son portrait d'une artiste atypique. Et elle est ici, Lisbeth Mabiala, bienvenue sur ce plateau de Vox Culture. Merci de me recevoir. C'est un plaisir parce que nous vous recevons après que vous ayez fait la projection en salle de votre film Nyamo, qui n'est autre que l'adaptation d'un roman, Le Mort-Vivant, de l'écrivain Henri Diombo. Et justement aussi, nous parlerons en passant de votre carrière, de votre parcours dans le cinéma. Merci encore d'accepter notre invitation. Plaisir partagé. Lisbeth Mabiala, on va commencer par votre parcours qui semble ici très atypique. Au regard aussi de votre portrait dressé à travers différents journaux, on dit de vous une femme caractérielle, féministe, bosseuse. J'ai lu dans les Dépêches Brazzaville. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bah écoutez, ce que je vais dire, c'est que c'est un portrait qui me traduit très bien déjà. C'est vrai que je suis caractérielle, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ceux qui me connaissent dans la vie, on va dire dans ma vie privée, je ne suis pas si caractérielle que ça. Mais dans le travail, oui, parce que je suis assez, je suis perfectionniste. Et je pense que dans un monde comme le nôtre, si on n'a pas assez de caractère, ou on se fait piétiner, ou on fait pas bien son travail. Et vous n'acceptez pas ça alors? Ah non, jamais. Et vous êtes issu d'une famille où le grand-père est photographe, la mère comédienne, et puis la sœur écrivaine. Ça veut dire que, d'abord avant tout, le sang est artiste en réalité, si on peut dire comme ça. Oui, mon côté maternel a une fibre artistique très prononcée. Quand vous dites depuis mon grand-père, qui était d'ailleurs le photographe de Sonny Laboutancy, si je ne me trompe pas, et ma mère qui est dans le théâtre national, Diokwat, et qui a baigné dans le théâtre pendant plusieurs années, et ma grande sœur aînée qui n'est autre que Diclo Pomos, qui est écrivaine, metteur en scène, directrice du festival Matina sur scène. Voilà. Donc vraiment, c'est du côté maternel, on baigne vraiment dans l'art depuis des années. Et je pense que c'est ce qui m'a caractérisée. Et le temps que j'ai passé avec ma maman, étant donné qu'elle me baladait sur des plateaux de théâtre, je pense que ça a réveillé un peu ce côté artiste. Cette fibre pour voilà. la culture. Ça, c'est vraiment en ce qui concerne le cinéma, le théâtre, on va dire. Mais le côté musique, c'est mon père, bien qu'il n'était pas musicien, mais dans sa jeunesse, il a voulu faire de la musique. Il était cadre à Comilog, en politique aussi. Mais voilà. Donc j'ai un peu ces deux côtés-là. Parce que vous avez d'ailleurs beaucoup de casquettes, scénariste, actrice, réalisatrice, productrice, aussi chanteuse. Chroniqueuse télé, tout ça. Ça fait de vous femme très bosseuse, comme on a dit tout à l'heure. Oui, je suis très éclectique, on va dire. Je suis très éclectique et je crois que c'est une grâce peut-être divine parce que je ne force pas. C'est pas que je suis allée chercher à devenir ça. Non, ça s'impose à moi et facilement. Et quand je m'y lance, ben, ça marche et on avance. Et finalement, c'est à 22 ans que vous vous êtes lancé vraiment dans le cinéma. Un peu plus tard, vous allez rencontrer Claudia Yoka. Voilà. C'était le début d'une carrière, en effet. Absolument. Je rencontre Claudia, on va dire en 2003. Je rencontre Claudia et c'est un ami en fait comédien qui vient me voir et me dit que voilà, il y a une dame réalisatrice qui recherche une actrice et je pense que tu peux faire carrière dans le cinéma. À ce moment-là, on faisait du théâtre ensemble. On était dans le groupe Saka Saka Théâtre à Pointe-Noire et on est venu à Brazzaville. J'étais venue dans le cadre de la musique avec Légitime Brigade, le groupe de rap. Et donc il me voit. Il me dit, je pense que ça peut faire quelque chose. Vas-y, essaie de postuler. Et donc, je vais rencontrer Claudia et elle me dit, essaie quelque chose. Elle me donne le texte et j'essaie et je passe mon casting comme ça. Et elle dit, ah, tiens, ça peut le faire. Et quand on a tourné, c'était mon premier film et c'est parti comme ça. C'était une réussite. Et là, c'était en 2002? C'était en 2000. En fait, on a commencé en 2002, mais le film est sorti, je crois, en 2003. Et juste après ça, quelques mois après, je prends donc mon second film où j'ai aussi le rôle principal. C'est La Mine,
un film axé sur le VIH/SIDA qui passe sur plusieurs chaînes Télé Congo et autres, et qui celui-là a été même plus vulgarisé que les autres. Et puis voilà, c'est parti comme ça avec l'Actora. On l'a dit dès le début de cette émission, vous êtes une des cinéastes les plus en vue en République du Congo, surtout en tant que femme. Et après avoir tenté autant d'expériences, vous allez finalement vous lancer dans une nouvelle. Et cette nouvelle expérience, ce n'est autre que votre film projeté à Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire, Niamo, une adaptation du roman Le Mort-Vivant de l'écrivain Henri Diombo, film d'une violence inouïe. Je demande qu'à être traité dignement. Très bien. Mon Dieu, mes fiches, donc fais-moi, hein? Ce n'est plus le moment des complaintes et des questionnements. Il faut faire vite. Monsieur Niamo, vous êtes condamné à mort. Dites-nous un peu cette nouvelle expérience pour vous à travers ce film de plus d'1 heure. Oui, alors l'expérience a été... Vous savez, quelqu'un qui a suivi le film m'a dit, mais comment une femme peut réaliser un film aussi violent? Comment tu as pu le faire? Mais je me dis, il y a une chose. Une fois, nous, quand on réalise, on dit toujours que l'art est l'œuvre de l'esprit. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Ici, pendant que nous échangeons, c'est une autre personne que vous avez. La Lisbeth, artiste, quand elle revêt sa casquette de réalisatrice, Okay. elle va dans un autre monde. C'est une autre personne, en fait. Et à ce moment-là, on a que besoin d'une seule chose, c'est pouvoir bien retranscrire l'idée de l'auteur, mais aussi ajouter la dose nécessaire pour captiver, sinon capter l'attention du spectateur. Donc, c'était une expérience des plus mémorables pour moi. Ça a été très difficile, mais aussi Parce très passionnant. il s'agit quand même de la retranscription de tout un livre. Tout un livre. Et choisir des séquences qui sont Ah, importantes. Oui. Et puis, l'auteur doit se retrouver à travers ce film. Absolument. Vous savez, quand on a fini le tournage, le film, il faisait 3h45 minutes. Sacré film. Alors, il fallait s'arranger à avoir au moins 2 heures. Donc, nous avons suivi le film avec l'auteur. On ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait enlever, qu'est-ce qu'il fallait laisser. Donc, on a passé, je crois, toute une journée à suivre et resuivre pour savoir qu'est-ce qu'il fallait enlever pour qu'on arrive à ces 1h55 minutes. Sur votre table de casting, on va dire des acteurs extraordinaires. On a Arvin, par exemple. Ah oui. Autant, d'ailleurs, même ceux qui sont dans le théâtre national, on les retrouve. Par exemple, Alphonse Mafoua. Autant d'acteurs que vous avez pu quand même piocher, que vous avez pu dénicher. Et finalement, pour faire partie de ce casting, dites-nous un peu, c'est l'autoproduction. Oui, c'est l'autoproduction. Comment on y arrive? Alors, d'abord, on y arrive en ayant une vision. Parce que quand on a la vision et qu'on croit en ce qu'on fait, on n'a pas peur du sacrifice. Donc, on se sacrifie, en essayant de... Je veux dire, j'ai économisé pendant longtemps parce que je savais qu'il fallait que je fasse ce film. Donc, il fallait économiser parce que c'est un film qui a... Je vous dis qu'à ce jour, si je calcule, c'est énorme. Donc, il fallait d'abord économiser. Et une fois qu'on a économisé, essayer de voir à gauche et à droite quelles sont les personnes qui croient en nous et qui peuvent nous aider à justement financer ce produit. Mais je peux vous dire que malgré tout ce qu'on a fait, arrivé à un moment donné du film, on était à court de budget. De budget, ouais. Voilà, à un moment donné, on était à court de budget. Il fallait encore voir comment chercher de l'argent pour finir déjà le projet. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout facile. C'est pénible parce que nous n'avons pas encore ici au Congo de producteurs. Donc, avec qui on peut coproduire un film. Nous n'avons pas de mécènes. Nous n'avons pas d'entreprise, des vraies enseignes capables de faire des... Ça, on en parlera. Voilà. Et revenons d'abord au film. Cette violence, comment vous arrivez à faire vivre ça? Parce que il s'agit d'une violence inouïe à travers un personnage. C'est bien Niamo, Arvin qui incarne le personnage. Très bon acteur. Arriver à faire, on va dire, faire avaler à ce personnage, à cet acteur qui lui aussi, il vit une nouvelle expérience à travers ce film.
un dilemme en même temps pour lui. Oui, on va dire que c'est un dilemme parce qu'il y a des choses que Arvin n'avait jamais eu à faire et que je l'ai obligé à faire parce que je dis c'est ça que je veux ressortir. Vous voyez, par exemple, il y a la scène où on doit le plonger dans un tonneau. Vous voyez, Arvin a un souci avec, je crois que c'est pour moi un truc comme ça. Donc, il a du mal avec l'eau. Mais il faut qu'il plonge. Et non seulement qu'il plonge, mais on ne le plonge pas la tête, on le renverse. Étant donné qu'il sait que le cinéma congolais a besoin qu'on donne le meilleur de nous pour qu'on arrive à parler de ce cinéma, eh ben, il s'est donné à fond et il a accepté tous les sacrifices. Donc, ressortir cette violence, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, mais c'est une violence qui se retrouve dans le film. Si on ne retranscrit pas la même violence, ou du moins une partie de cette violence, je ne pense pas qu'on pourra toucher le public. L'objectif, c'était de toucher justement le public par rapport à cette histoire, en fonction de cette histoire. Voilà, dans ce film, pour la gouverne de nos chers téléspectateurs, Lisbeth Mabiala, à travers Niamo, essaie de peindre un environnement macabre, un environnement où il ne fait pas bon vivre, un pouvoir dictatorial, un pouvoir autoritaire, justement parlant de l'intégrité territoriale et avec un juge qui est en même temps président de la République. Président de la Cour martiale, président de la République, c'est incroyable. Est-ce que quand vous essayez un peu de voir le contexte africain, à un certain moment, vous n'avez pas peur vous-même de réaliser un tel film? Bon. Ou vous restez dans votre fiction? Moi, je reste. Oui, on reste dans la fiction, mais de notre côté, c'est un livre qui m'a plu. Moi, je reste dans la logique où j'ai lu un roman qui m'a intéressée. Je l'ai lu depuis 2022. Je ne savais même pas que je le réaliserais un jour, mais je l'avais aimé. Et je voulais le voir au cinéma. Donc, je suis restée dans cette logique-là. Si ça dépeint certaines situations de certains pays africains ou autres, bah écoutez, c'est donc la réalité de la vie. Et puis voilà, on y va. Mais ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Hein. C'est vraiment de la fiction. On reste dans le cadre de la fiction. Et le cinéma devient pour vous ici une arme puissante ou encore ça reste simplement la fiction, comme vous dites, pour faire passer des messages ou on reste dans le volet fiction? Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans la fiction. Très bien. Mais rien n'empêche. D'ailleurs, tous les films que j'ai faits, dans chaque film, il y a toujours un message. D'accord? Ça peut être dans le cadre de l'éducation, ça peut être dans le cadre des situations sociales ou sociétales. Ça peut être politique sans pour autant caricaturer une personne ou un homme politique donné ou quoi que ce soit. Mais c'est de manière générale. Et revenons sur le casting. Et on voit certains acteurs figurants et puis d'autres occuper des premiers rôles ou encore rôles secondaires. Et pour vous, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui former autant d'acteurs pour que finalement on parle du cinéma congolais comme il le faut. Oui. Vous savez, je vais vous dire, on a de très bons acteurs. On a de très bons acteurs. Mais si on se dit la vérité, on verra qu'à certains moments, certains acteurs, pas tous, des fois on surjoue. Un acteur entre certes dans son personnage, mais on fait trop. Du coup, ça tend vers le théâtre. Donc c'est une sorte de théâtralisation de son personnage. Pour cela, il faille une formation à ces acteurs-là pour qu'ils comprennent qu'au cinéma, c'est simplement ce que nous faisons. On n'a pas besoin de surjouer. Dit qu'il faut vivre comme si nous vivions la vie normale. Il faut jouer comme si tu étais dans la vie normale. Et notre jeunesse, aujourd'hui, commence à comprendre que c'est un secteur dans lequel on peut aussi s'épanouir, dans lequel on peut aussi se faire un peu d'argent et tout. Et cette jeunesse a justement besoin d'être formée, oui. D'où il faut une formation. Je me suis pas encore lancée de la formation parce que je n'aime pas faire les choses au hasard. Vraiment, je n'aime pas faire, et je n'aime pas l'à peu près. J'ai des confrères qui le font déjà, qui forment, et moi, je pense que très bientôt, je me lancerai, mais ce qui est sûr, c'est que quand je me lance dans quelque chose, j'y vais à fond, et on verra ce qu'on pourra donner à la jeunesse. Et parlons de Niamo, cette adaptation du roman Le Mort-Vivant de l'écrivain Henri Diombo. Il y a une scène où, par exemple, on voit le personnage principal fait son comeback après avoir été libéré par la cour martiale. Et
quand il fait son comeback chez lui à la maison, c'est très difficile qu'on admette qu'il est de retour et puis tout de suite, ça nous renvoie un peu comme à un mort-vivant, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'où le titre du roman, d'ailleurs. Très bien. Et puis on se dit, est-ce qu'on peut pas croire aux mythes? Est-ce qu'on peut pas croire aux traditions africaines qui disent que les morts sont toujours vivants? Est-ce que... Mais Okay. déjà, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas mort. Ok. C'est pas un mort. Ok. Mais c'est vrai qu'il est resté quand même 4 ans loin du pays, sans nouvelles. Et revenu, il a suffi qu'il aille vers le pont et qu'il ne revienne plus le lendemain. On s'est dit, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est sûr qu'il est décédé. Est-ce que ça ne nous renvoie pas aussi à cette dimension un peu mystique où en Afrique, on parle toujours des morts qui reviennent? Non, mais je pense que ça... Est-ce qu'on n'a pas eu cette impression? Parce que aussi l'oncle essayait un peu de faire son rituel, en effet, on le récemment. Oui, mais le problème, c'est aussi ça avec l'Afrique. Il faut qu'on comprenne que tout n'est pas que mystique. Là, par exemple, on a quelque chose de rationnel, mais que les gens ne veulent pas comprendre. Il vous dit, je ne suis pas décédé, je ne suis pas mort. Je suis Niamo, mais le monsieur ne veut pas. Mais de notre côté, il faut comprendre que il y avait un problème de succession. L'oncle ne voulait pas également laisser cet héritage qu'il avait gagné de son neveu, soit à son neveu, soit à cet imposteur qu'il appelait lui imposteur. Là aussi, un autre message qu'on fait passer dans ce film. De succession, parce qu'il y a trop de problèmes de succession après la mort des Africains, des papas surtout. Voyez. Et donc, dans ce film, on a justement voulu aussi traiter du problème de succession après la mort, après le décès de... Voilà, généralement, le volet technique, c'est vraiment c'est un vrai problème dans la réalisation, même lors du tournage, sur le plateau technique, on s'assure que on a un bon son, on s'assure que on a de très belles images, le cadrage est vraiment ce qu'on voulait. Et est-ce que il vous est arrivé un moment où, lors du tournage, on s'est pas inquiété sur le son, la qualité du son, par exemple? Bon, le son, je peux dire que je suis heureuse parce que tant l'ingé son de Brazzaville que celui de Pointe-Noire, ils m'ont fait un son impeccable. J'ai pas eu un gros problème avec le son. Ça, vraiment, je dis merci. J'ai plutôt eu un souci avec les caméras parce que du côté de Brazzaville, j'ai travaillé avec le matériel de DRTV et de l'autre côté, j'avais pas le même matériel. Donc, il fallait chercher. J'ai pas pu trouver les mêmes caméras, mais bon, on a dû adapter. Et c'est ça le gros problème qu'on a eu. Sinon, dans le cadrage et autres, non, j'ai eu quand même des professionnels qui ont travaillé avec moi et je suis satisfaite. Lisbeth, je n'étais pas lors du tournage de ce film, mais j'ai fait quand même une très belle rencontre. J'ai été prendre quelques témoignages où on nous raconte un peu des anecdotes lors du tournage. Ah bon? Non seulement des anecdotes, on rencontre aussi un réalisateur qui donne son point de vue sur l'artiste ou encore la réalisatrice que vous êtes. Et justement, on va suivre, et je vous permets de suivre sans langue de bois. Vous allez dire ce que vous pensez un peu de leurs avis. Ok, sans problème. D'accord. En termes d'anecdotes, qu'est-ce que je pourrais raconter? Il y en avait tellement. Je me souviens qu'il y a une scène où il fallait aller tourner, je crois, jusqu'au pont. Mais je crois qu'on avait un véhicule qui était censé nous aider en termes de déplacement de matériel. Mais tellement que celui-ci traînait, je crois, et on avait donc été obligé de récupérer tout le matériel nous-mêmes et le placer dans une brouette et se mettre à pousser cela tour par tour. Mais personnellement, ça a été, on va dire, un moment très, très incroyable parce que vu la distance, il y avait de quoi déjà en tant qu'acteur être épuisé, mais après il fallait arriver sur les lieux et bien évidemment continuer le tournage. On a eu des moments comme ça, mais bien d'autres encore, mais vraiment bien d'autres encore que voilà, j'ai peut-être oublié, mais il faut dire que c'était beau, c'était beau. Lisbeth, elle est folle, mais dans le bon sens du terme. Elle est très folle et il faut de la folie pour faire de grandes choses. Je pense que c'est une femme qu'on devrait apprendre à écouter, qu'on devrait apprendre je pense qu'on devrait lui accorder une certaine attention. Elle a beaucoup de choses à donner, elle a beaucoup de choses à dire, mais limitée par beaucoup de moyens, je pense qu'elle arrive à le faire d'une façon qui est très compliquée pour elle, très très compliquée. Arvin, Rishi, acteurs, réalisateurs qui donnent leurs avis, d'abord du film et puis de vous-même.
Ouais. C'est émouvant hein, de les écouter comme ça. Oui. Bon, concernant l'anecdote, oui, on est allé tourner à Lufulakari. C'est puisque le pont qui est dans le Oui. film, c'est le pont de la Lufulakari. On est allé la veille et je salue d'ailleurs le chef du village qui nous a bien reçus et on a dormi chez lui. Et le lendemain, après avoir tourné, on avait demandé donc au véhicule de venir nous chercher à une certaine heure. Jusqu'à l'heure où il fallait venir nous chercher, le véhicule n'était pas là. Bon, il fallait qu'on rentre parce qu'on continuait le tournage. Et sans oublier que on avait des internationaux qui étaient là. Il y avait donc tout le monde était. On avait un timing à respecter. Oui. Et il n'était pas là. On s'est dit, écoutez, si on continue à attendre là, on risque de passer encore la nuit dans ce village. Ben, écoute, on va marcher. Et tout le monde a marché. Moi qui n'aime pas la marche. Non, mais c'était tellement épuisant, comme on très, veut très. dire. Et en plus, on ne marchait pas pour rentrer à Brazzaville. On marchait pour aller tourner maintenant les scènes du pont. Donc, on a fini toutes les scènes du village. Il fallait que le véhicule nous prenne, nous amène au pont pour qu'on tourne les scènes du pont et qu'on rentre ensuite sur Brazzaville. Sur le même pont où on a vu Voilà. Niamou être Voilà. Et récupéré. ce sont ces scènes-là qu'on allait tourner. Et donc, on a d'abord marché. Vous imaginez tout le temps qu'on a marché, je sais même pas, peut-être ça fait même 100 km, je sais même pas où 20 km. Et c'était tellement long. Et arrivé au pont, j'ai vraiment salué mon équipe. Parce que, malgré la fatigue, et Rolf qui a pris le matériel à bras-le-corps, il a pris la brouette, a marché avec tout le matériel devant, mais c'était incroyable. D'ailleurs, Arvin est très positif. Il dit, il rêve même de ce film à Cannes et dans d'autres festivals. On ne sait où encore. C'est le souhait. Parce qu'il dit que c'était une expérience extraordinaire. Et vous avez, comme ça, Richie Mebele qui estime que la réalisatrice est folle. Je suis folle. Je suis folle dans l'art, il faut de la folie pour faire de l'art. Oui, il l'a dit d'ailleurs. Ouais. Et ma mère me dit aussi que je suis folle parce qu'elle ne comprend pas comment je prends mes économies pour mettre dans le cinéma. Elle dit, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Tu peux faire autre chose. Et si tu avais fait autre chose, tu serais peut-être même là, très loin. J'ai dit, tu comprends pas. Peut-être dans la vraie vue du cinéma, vous êtes Niamou. Bon, vous savez, chacun de nous a une mission de vie. Et quand c'est ta mission de vie, il y a quelque chose en toi qui te dit n'arrête pas. Crois en ce que tu fais. L'avenir te donnera raison. Et c'est tout ce que j'ai en moi en fait. Je crois tellement en ce que je fais Lisbeth que... Mabiala, avec elle nous parlons de Niamou, une adaptation du roman Le mort vivant de l'écrivain Henri Diombo. Regardez ce à quoi ressemble ce film. Joseph, tu es à mort. Oh, tu n'as plus rien à faire dans le monde des vivants. Tu comprends? Rentre d'où tu viens, Joseph. Laisse les tiens tranquilles. Joseph, je suis ton oncle, hein, le frère de ta mère. Ce que tu ne sembles pas comprendre, c'est que je t'ordonne de partir. C'est ça. Je comprends, mais c'est difficile pour moi. Lisbeth Mabiala, un autre volet, puisque au-delà du film, on sait que vous restez cette artiste, cette réalisatrice, cette productrice, très engagée. Et pour vous, le cinéma représente un tout, autant d'énergie, autant d'argent dans le cinéma, mais arrêtez sur investissement aujourd'hui. Qu'en est-il? C'est vrai qu'aujourd'hui, avant, on faisait du cinéma social. Je le disais toujours, on faisait du cinéma social parce que pour nous, ce qui comptait, c'était tourner des films, réaliser des films, produire des films. Mais on ne pensait pas à un retour sur investissement. Quand j'ai dépensé beaucoup d'argent sur Elonga, je me suis dit non, cette fois-ci, il faut qu'on change. Et c'est du business. Il faut qu'on entre dans le show business et qu'on comprenne qu'on est en train d'investir. Et donc, il nous faut des stratégies pour espérer un retour sur investissement. Le film, il vient de sortir. C'est comme un produit que, bon, vous avez créé le produit, là, il est prêt. Maintenant, il faut chercher comment le mettre sur certains rayons, dans quelle boutique il faut placer ça, dans quel supermarché, pour pouvoir vendre et après espérer un retour sur investissement. Là, je parle d'un produit, par exemple, on va dire, on est dans l'agroalimentaire. Mais là, dans le cinéma, c'est pareil. J'ai un film, j'ai un produit qui vient de sortir et maintenant je suis en train de travailler sur les stratégies, les différentes stratégies, sur les festivals, les sorties en salle, à l'étranger, au Congo, un peu partout et pourquoi pas l'amener dans les ménages. Donc c'est le travail sur lequel nous sommes en ce moment et d'ailleurs dans les mois à venir vous aurez des belles informations. Bonne chance déjà pour ce film. Merci. Dernière question pour boucler avec cette émission. Cette question, je l'ai posée à un réalisateur. Quelle vision aujourd'hui pour le cinéma congolais? Ou encore, est-ce que au Congo, les portes sont
hermétiquement fermé pour qu'on ne parle pas de développement du cinéma. Donnez votre avis et justement, on reviendra pour suivre le réalisateur que nous avons eu à interviewer. Si on dit que les portes sont fermées, c'est qu'on n'est pas positif et c'est loin de ce que je suis. Je suis trop positif pour penser que les portes sont fermées. Et si les portes étaient fermées, je ne vois pas pourquoi j'investirais mon argent dans le cinéma. Je crois qu'il y a possibilité de faire de ce cinéma congolais un levier de développement aussi. Mais pour ce faire, il faille que nous comprenions certains mécanismes et que nous soyons je vais dire, quand je dis accompagner, je ne vais plus dans le volet où, comme avant on disait, l'État doit nous accompagner, l'État doit faire, bien sûr l'État doit poser le cadre. Mais ici, il faut que nous, producteurs, réalisateurs, nous commencions, bon, le réalisateur encore, lui, il est dans le volet artistique, donc les producteurs, que nous commencions à raisonner comme des hommes et femmes d'affaires que nous sommes. Quand j'investis, dans quoi j'ai investi? Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des films dans lesquels on va prendre des têtes d'affiche d'autres pays, mais parce que ce sont des produits qui vont faire à ce que le produit soit vendu, soit mieux vu et tout ça. Là, on n'est plus dans le volet social, on est dans le volet business. Et pour qu'on parle d'une bonne vision, pour qu'on ait une bonne vision du cinéma congolais, il faut que nous, les producteurs, nous commencions à raisonner comme des hommes d'affaires. À cette question, justement, un réalisateur aussi nous donne son avis, on va suivre et puis on reviendra pour boucler. D'accord. En tant qu'auteur-producteur, je fais en sorte de pouvoir produire mes films. Et voilà, donc de ce point de vue-là, il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Mais lorsqu'il faut regarder du côté des pouvoirs publics, bah, les portes sont encore totalement fermées, financièrement. Hein. Financièrement, parce que sur le plan des autorisations, par exemple, oui, on arrive à faire des choses. Parce qu'on pourrait bien avoir de l'argent, mais ne pas avoir d'autorisation aussi. Donc, d'un côté, les portes sont ouvertes, de l'autre, elles sont totalement fermées. On aimerait bien que des deux côtés, les portes soient ouvertes pour qu'on ait un cinéma qui soit identitaire, qui soit digne de représenter notre Congo. Lisbeth, votre réaction à chaud? Je pense qu'il a tout dit. Si des deux côtés, justement, les portes sont ouvertes, les choses iront mieux. Changeons notre mindset de notre côté et du côté des pouvoirs publics, que la même chose se fasse et je pense qu'on fera de grandes choses. Le cinéma a sa place. Merci Lisbeth Mabiala d'être venue et d'avoir répondu à notre invitation et justement parler de Niamo, ce roman, ce film qui est l'adaptation du roman Le Mort-Vivant de l'écrivain Henri Djombo. Et merci à vous parce qu'on parlait aussi de votre carrière en passant un peu de votre personnage atypique dans le cinéma. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. C'était un plaisir d'avoir vos questions si pertinentes. Merci Lisbeth. Merci. À vous qui nous suivez, merci. Et bonne suite de programme sur Vox, le Congo vers l'intérieur.